Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir sur le www.radio.jena.tg dans votre émission L'heure du droit qui aborde les questions juridiques relatives à la société. Pour cette semaine, nous nous consacrons à la situation des droits de l'homme au Togo, quelques jours après le passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'était à Genève. Y a-t-il des progressions ou des régressions sur cette période de crise avec toutes les restrictions qui vont avec? C'est la question que se pose le landerneau togolais. Marcus Dakla, responsable monitoring et suivi des mécanismes de protection des droits de l'homme au collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, CACIT, est avec nous dans ces studios pour répondre à nos inquiétudes. Marcus Dakla, bonjour. Bonjour Monsieur Eli, bonjour chers auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les droits de l'homme au Togo, quelle est la situation sur ces droits fondamentaux à ce jour? Merci beaucoup. Je crois que c'est les droits de l'homme d'une manière globale. Oui, au Togo. Vous savez que les droits de l'homme sont caractérisés par quatre types de générations. Il y a les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux, culturels. Il y a les droits catégoriels et les droits nouveaux, les droits environnementaux et consorts. Donc, tous ces droits pris ensemble, je pourrais dire que depuis 2017, malgré qu'il y a eu... il y a eu des moments où le Togo a connu un peu de progression, notamment sur les libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, la liberté de manifestation. À partir d'août 2017, le Togo a connu beaucoup de recrudescence en matière des droits de l'homme. Et il y a eu beaucoup de droits qui ont été remis en cause. Il y a eu des morts et des arrestations, beaucoup de blessés. Avec l'avènement du Parti national panafricain, le PNP qui ont formé la coalition des 14 partis politiques. Et après cet imbroglio dans lequel le Togo s'est mis, nous allons constater qu'à partir de 2020 jusqu'à 2022, et avec les élections, les lots d'élections qui se sont déroulés, surtout avec l'élection de 2022, il y a eu beaucoup de régressions. 2020, il y a la présidentielle de 2020. Voilà, le 22 février 2020. Il y a eu beaucoup de régressions en matière des droits de l'homme avec les arrestations, les causes-poursuites, le rétrécissement de l'espace civique dans tout son ensemble et le fait de pouvoir rétrécir les voies contestataires, d'où beaucoup de personnes sont allées en exil, le cas d'Agbeomé, par exemple. Donc, nous allons dire, jusqu'à l'heure actuelle, nous vous parlons, les droits de l'homme ne sont pas au beau fixe au Togo. Malgré les efforts que le gouvernement fait, cela a été démontré récemment lors du passage du Togo au niveau du comité des droits de l'homme, où beaucoup de griefs ont été portés à l'État togolais, notamment avec même la gestion de la crise à coronavirus de 2020. Il y a eu beaucoup de rétrécissement de l'espace civique dans tout son ensemble. Donc, nous ne pourrons pas dire actuellement que le Togo vit un bon environnement en matière de la protection des droits de l'homme. Voilà, les greffes qui ont été portées par la communauté internationale ou bien le comité des droits de l'homme des Nations Unies contre le Togo, nous allons en parler. Et forcément, il n'y a pas eu que des greffes, certainement il y a eu quelques avancées. Ouais. Mais avant d'en arriver là, vous avez évoqué tout de suite dans les greffes la gestion des droits de l'homme pendant cette période du coronavirus. Pour les observateurs, pour les acteurs des droits de l'homme, vous parlez de restriction des libertés. Est-ce que ce point de vue est réellement partagé avec vous? Oui, quand on parle de liberté fondamentale, nous pouvons dire tout d'emblée qu'il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de manifestation et il y a la liberté de réunion ou bien d'association, par exemple. Nous allons voir, si nous prenons par exemple la liberté d'expression, nous allons voir que ce droit a été complètement rétréci. Et prenons par exemple le cas de beaucoup de journaux qui ont été suspendus ou fermés. Est-ce que c'est dû au coronavirus? Ce n'est pas dû peut-être... Ce n'est pas dû. Il y a certaines qui ne sont pas dues au coronavirus, mais ça s'est passé dans la période de l'état d'urgence sanitaire, que nous qualifions normalement, les médias sont des relais pour pouvoir aider l'État dans la sensibilisation sur les mesures barrières. Mais si l'État, pour des mesures que lui seul il connaît, va rétrécir, va suspendre certains journaux, cela porte un peu atteinte à la liberté d'expression. Normalement, l'État doit promouvoir beaucoup de liberté d'expression à ce moment-là pour que le message puisse atteindre un maximum nombre de personnes. Loin de l'état d'urgence sanitaire, nous n'allons pas tous entrer là-bas. Vous allez voir la HAC dans ses décisions au niveau du journal de certains journaux. Oui, on va taire les noms des journaux. Ok.
Bon, on va taire le nom des journaux, comme tu le dis. Ben, c'est des choses qui sont déjà dans le public. Hein, oui, c'est des choses qui sont dans le public. Oui. Mais puisque notre débat il est centré sur... actuellement, nous sommes au niveau de la restriction en matière... De l'espace civique. Civique en période de coronavirus. On sait quand même que c'est les manifestations, les regroupements de personnes qui sont beaucoup plus interdits. Je comprends. Bon, si nous allons aller d'une manière plus pointue, oui. Vous voyez... surtout la liberté de réunion. Oui. L'État a enjoint que la liberté de réunion doit... On ne doit pas dépasser 15 personnes. Voilà, 15 personnes, d'autres 50 personnes, etc. Donc, les droits de l'homme sont tellement sensibles que si vous ne savez pas les rétrécir, vous allez tomber dans les travers. Par exemple, Michel Bachelet, qui est la haute commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, le ACDH, a dit qu'il faut que les États fassent de telle enseigne que pendant ces moments de la coronavirus ou bien pendant ces moments de Covid-19, que l'État ne restreint pas au niveau absolu les droits de l'homme. Donc, l'État entre le marteau et l'enclume. Donc, il doit tout faire, même s'il faut restreindre l'espace civique, les citoyens doivent jouir de leurs droits. Par exemple, si nous voyons la gestion du couvre-feu, la première gestion du couvre-feu, vous allez voir au niveau du CACIT, nous avions dénombré près de 19 cas de violation des droits de l'homme, dont 2 cas de décès. Hein, et les autres sont relatifs aux atteintes physiques sur les personnes. Et il y a aussi des plaintes qui ont été déposées par la Ligue togolaise des droits de l'homme pour la victime Koutouati, celui qui est décédé à Dakbamé, et pour une personne qui s'appelle aussi Géli Kodjoutié, qui est décédée aussi des suites des mauvais traitements reçus par lui, dont cette excuse sera écrasée. Le CACIT aussi a fait un dépôt de plainte pour demande d'autopsie. Donc le corps de ce dernier est actuellement à la morgue. Tout ça, ça s'est passé dans la gestion de la Covid-19. Et nous allons aller plus loin. Toutes les manifestations qui ont été annoncées au lendemain des élections présidentielles de 2020, cela a été réprimé, cela a été fait objet d'interdiction systématique sous la coupole de la Covid-19. Donc vous voyez que la Covid-19 a agi beaucoup sur les droits. Donc pour vous, au niveau des défenseurs des droits de l'homme, oui à la gestion du coronavirus pour qu'il n'y ait pas propagation de cette maladie. Exactement. Mais oui également à la liberté de manifestation. Exactement. Oui également à la liberté de manifestation. Parce que les libertés fondamentales sont des droits non dérogeables. Ça ne se négocie pas. C'est-à-dire que l'État doit tout faire pour que les justiciables ou bien les citoyens puissent pouvoir jouer de cette liberté. Nous voyons le Bénin, par exemple. Je ne dis pas que l'État togolais ne doit pas décréter l'état d'urgence sanitaire. C'est une bonne chose. Ça nous a permis de juguler la crise. C'est pourquoi nous sommes classés parmi les États, les bons élèves de par le monde. Le Togo a été cité en matière de référence de la gestion. Mais de côté, si nous prenons les dégâts que cela a causé en matière du respect des droits de l'homme, c'est énorme. Le Bénin, par exemple, n'a pas décrété l'état d'urgence sanitaire. Mais le Bénin vit, et tous ceux qui n'ont pas fermé leurs frontières terrestres. Mais les choses sont en train d'aller normalement. Même si la vaccination qui se passe actuellement, il y a eu un semblant d'obliger les gens à se faire vacciner. Par exemple, dans certains pays, cela n'en est pas le cas. Mais je ne dis pas que le Togo oblige les gens à se faire vacciner. Il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation, mais c'est en toute liberté. Il est recommandé de se faire vacciner. Mais dans cet imbroglio, il faut que l'État essaie de permettre la jouissance de tous les droits, surtout la liberté de manifester ou bien de se réunir. Pour preuve, vous savez que le mois passé, le 22 juin, je crois, un groupe d'enseignants qui s'étaient réunis sur une plateforme veulent faire une réunion au niveau de Kégué dans un hôtel qui s'appelle Tom Sayer. Ils ne sont même pas encore en place pour pouvoir commencer la réunion. Semblerait-il qu'ils sont dans un congrès statutaire. Ils sont simplement dispersés et même les pensionnaires de l'hôtel ont été tabassés et certains arrêtés avec eux. Les motos ont été saisis. Donc, nous voyons dans beaucoup de cas qu'il y a les funérailles, il y a les rassemblements au niveau des églises. Pourquoi ne pas permettre la liberté syndicale, par exemple? Pourquoi ne pas permettre la liberté de réunion politique, par exemple? C'est ce que nous disons au gouvernement. Voilà. Gestion de la crise, oui, mais liberté fondamentale également. Il y a quelques jours, le Togo, notre pays, était devant le ACDH, on vient de le dire. C'est quoi cet exercice-là du Togo d'être devant le Conseil des droits de l'homme? En quoi consiste cet exercice? Oui, le Conseil des...
le comité des droits de l'homme. Il faut qu'on fasse des différences. Il y a le comité des droits de l'homme et le conseil des droits de l'homme. Avant d'arriver à ce que le Togo a dit, c'est quoi cette nuance entre le conseil des droits de l'homme et le comité des droits de l'homme, puisque vous le soulevez. Voilà. Il faut que le public comprenne. Exactement. Vous savez, les Nations Unies ont un système d'évaluation en matière des droits de l'homme pour tous les pays qui sont adhérés. Le conseil des droits de l'homme est un organe qui fait partie, c'est l'un des organes de la charte des Nations Unies. Maintenant, le Conseil de sécurité. Voilà, c'est l'un des organes de la charte, tout comme le Conseil de sécurité, le PU par exemple, les organes, et les groupes de travail, etc. Maintenant, le comité des droits de l'homme est un des organes des traités. Il y a les traités que les États ratifient. Et les traités doivent être logés dans des organes pour pouvoir permettre la mise en œuvre. Chaque traité qui est mis en place, qui est adopté, a un organe de mise en œuvre. Donc, le comité des droits de l'homme est un organe des traités. Et maintenant, le Conseil des droits de l'homme, qui contient l'examen périodique universel, est un organe de la Charte des Nations Unies. Et le Togo était où au Conseil ou au comité? Oui, le Togo était devant le comité des droits de l'homme en juin. Pour voir si le Togo a respecté les traités ratifiés. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est en quoi consiste cet exercice pour le Togo? Oui, cet exercice pour le Togo est simple. Le Togo n'est pas le seul pays qui va à cet exercice, je l'avais dit tantôt. Le comité des droits de l'homme examine essentiellement les États sur la jouissance des droits civils et politiques. Examine les États, les conclusions, bien les recommandations qui ont été faites aux États lors des sessions passées. Le comité passe en revue les conclusions, les recommandations issues de cet examen-là au niveau de chaque État. Et donc, le Togo avait passé le 5e examen. Il avait passé le 5e examen et le Togo a été examiné à l'aune des droits civils et politiques, à savoir les libertés fondamentales, la torture, la détention, etc. Il n'y a pas les droits économiques, sociaux, culturels dedans. Et les droits nouveaux également. Les droits nouveaux. Maintenant, pour le pays qui est différent du comité des droits de l'homme, si vous voulez que je fasse le distinguo en même temps, je l'avais dit que le Conseil des droits de l'homme a pour organe de mise ou bien de mise en œuvre des droits le PU, l'examen périodique universel. Donc l'examen périodique universel, lui, il est plus large. Il est plus large et ça permet notamment la jouissance des droits civils et politiques que fait le comité des droits de l'homme. Ça permet encore la jouissance des droits économiques, sociaux, culturels, tels que les droits de travail, les droits de la liberté, les droits commerciaux, les droits d'enfants, etc., etc. Tout ce qui tourne autour des droits civils et des droits économiques, sociaux et culturels. Ça permet aussi d'examiner les droits catégoriels qui sont réservés aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux homosexuels ou bien les gens que nous appelons les LGBTIQ. Tout ce qui est minorité, c'est réservé à eux. Donc ça permet d'examiner les 3 générations des droits de l'homme, sauf les droits de l'environnement. Donc c'est un peu la distinction. Donc le Togo avait passé, le Togo a passé d'abord l'examen du comité des droits de l'homme en juin. Oui. C'est ce dont nous parlons, justement. Voilà. Et actuellement, il est en train de préparer son rapport pour pouvoir passer le pays en janvier 2022. Donc, un autre exercice attend le Togo en janvier 2022. Maintenant, quand on est devant les Nations Unies pour cet examen par le PU, cet examen devant le comité des droits de l'homme, alors, c'est quoi les Nations Unies se fondent réellement pour interpeller le pays, pour dire voilà, vous avez violé tel, vous avez violé tel? Rappelons que avant que le Togo, les États ne soient devant les experts du comité des droits de l'homme ou bien d'autres comités comme la Convention contre la torture par exemple, il faut d'abord l'introduction de beaucoup de rapports. Par exemple, au niveau du Togo, la société civile ou bien les organisations de défense des droits de l'homme se sont réunies en coalition, et ont produit ce que nous appelons des rapports alternatifs. Donc les rapports alternatifs contiennent toutes les libertés inscrites dans la Constitution, contiennent toutes les libertés inscrites dans les instruments que le Togo a ratifiés, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple,
et d'autres pactes. La Convention contre la torture, par exemple, la Convention relative aux droits des enfants, et la Convention relative aux droits des femmes, par exemple. Donc, ces instruments-là qui font l'obligation au niveau du Togo de répondre à un certain nombre de choses qui sont repris dans ces instruments internationaux. Le Togo a été examiné à l'aune de ces droits de l'homme-là. Donc, la société civile avait préparé son rapport et l'État aussi avait fait son rapport initial. Donc, les OSC envoient les rapports au niveau des Nations Unies et les experts des Nations Unies analysent ces rapports et convoquent la société civile et leur posent des questions dans des séances formelles, tout comme on l'a fait à l'État, seulement que ça n'a pas été médiatisé. Si c'est qu'il n'y a pas les restrictions de voyage au niveau de Genève ou bien de par le monde, vous allez voir qu'il y aura des voyages et tout cela est fait à Genève. Donc, pour cette année, ça s'est fait au niveau de PNUD. Et c'est le centre CCPR que gère mon aîné André Afanou, qui a réuni près d'une quarantaine d'organisations de la société civile. Et on a formulé les recommandations suivant les rapports qu'on a introduits au niveau des Nations Unies. Et nous ont posé des questions, nous avions répondu tout comme l'État. Seulement que j'avais dit que la société civile n'avait pas médiatisé son passage. Voilà, c'est ça qui a permis maintenant aux experts d'évaluer le rapport de la société civile par rapport au rapport que l'État aussi a introduit. Ça fait une contre-analyse. Ce n'est pas une contre-analyse, mais ça fait deux rapports peut-être qui disent les choses différemment. C'est pourquoi on appelle souvent aussi le rapport de la société civile le rapport parallèle ou bien rapport alternatif. Donc, le rapport de l'État s'appelle le rapport initial. Donc, devant ces deux rapports, les experts sont bien à l'aise pour pouvoir poser des questions à l'État. Pour savoir qui a peut-être mis un peu du feu dans son rapport. Voilà. Donc, c'est ça qui leur permet de pouvoir bien poser des questions à l'État. Alors, vous êtes bien sûr sur le www.radio.jena.tg dans votre émission L'heure du droit qui passe tous les samedis à 10h. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder la question des droits de l'homme au Togo et le passage du Togo devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Qu'est-ce qui a été dit sur le Togo? Quelles sont les recommandations qui ont été faites? Nous sommes avec Marcus Dakla du collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, Kassita. Il est en charge du monitoring. Alors, sur le Togo, concrètement, il y a eu plusieurs pays qui sont passés, vous l'avez dit. Quand on revient typiquement sur le cas togolais, quelles sont les questions qui ont été abordées? Vous avez parlé des droits civils et politiques, mais là-dedans, il y a des subdivisions. Oui, il y a des subdivisions, par exemple. Ce qui a été plus la préoccupation des experts pour le Togo a été pris sur trois angles, essentiellement. Il y a l'angle, par exemple, droit à la vie, où il y a eu plusieurs décès. Suite à des manifestations, on avait posé des questions au Togo par rapport à la gestion des manifestations, surtout en 2019. Selon les rapports, il y a eu 19, selon d'autres, il y a eu 20. Donc le Togo avait répondu en disant qu'il fut un moment où les contestations ont ressemblé au mouvement djihadiste ou bien à l'extrémisme violent. Donc ils sont obligés de répondre par la force. Il y a d'autres qui sont liés par rapport à la gestion des prisons, où en juin 2019, lors de l'examen de la Convention contre la torture, à Genève, on a dit à l'État togolais de fermer la prison civile de Lomé, la recommandation 25. Donc je crois que le Togo avait répondu à cette question en disant que actuellement c'est compliqué de fermer cette prison, mais ils sont en train de prendre des mesures idoines pour pouvoir rendre cette prison plus vivable. Ou bien ils ont pris des mesures pour pouvoir construire une autre prison à Dalavé. Bon, ils l'ont dit clairement et ça a été vérifié, nous l'avons documenté. Mais seulement que les poses de première pierre n'ont pas encore commencé. Sinon, le terrain est déjà acquis et il reste des travaux qu'ils doivent faire sur ça. Et après, il y a des questions liées à l'impunité. Il y a des questions liées à l'impunité. Par exemple, les indemnisations qui se font au niveau du H-Crown. Le Togo a été soumis à des questions à ce niveau aussi. Et ils ont répondu que le H-Crown est un processus, ou bien la CVJR, quand il a fini ses conclusions, il a recommandé qu'on puisse réparer les dommages et intérêts. Donc l'État togolais avait établi les réparations sur trois angles. Il y a le droit à la justice au niveau des victimes, il y a le droit à la réparation, et il y a le droit l'autre pan qui est la garantie de non-répétition. Donc ça veut dire quoi? Quand
quand on va indemniser les victimes, Oui. Que ce soit pécuniaire ou matériel, l'État doit tout faire pour pouvoir, au niveau du droit d'accès à la justice, de pouvoir juger les personnes coupables ou bien les bourreaux qui ont été identifiés par les victimes et les juger et les mettre en prison ou bien les innocenter. La seconde chose, l'État doit prendre la garantie de ne plus répéter. Or, nous voyons seulement que c'est l'aspect réparation qui est en train d'être fait par le H-Code. Et c'est ça qui consiste à donner l'argent aux gens, à pouvoir réparer les édifices brûlés, etc. Donc, l'aspect et droit à la justice n'a pas été abordé jusqu'à présent, et la garantie de non-répétition aussi n'a pas été abordée jusqu'à présent. C'est l'un des problèmes auxquels nous faisons face, et nous parlons d'impunité, par exemple. Vous allez voir, l'aspect impunité aussi a été abordé, et des réponses furent données aussi par le Togo sur le décès spectaculaire de certaines personnalités, par exemple comme le commandant du camp Bir Madjoulba, juste au lendemain de la prestation du chef du serment du chef de l'État, dont les enquêtes n'ont pas été conclues. Plusieurs cas dont les enquêtes ne sont pas conclues. Les plaintes qui sont déposées pour violation des droits de l'homme, pour torture par la société civile, n'a pas encore vu l'aboutissement. Or, sur le plan régional, par exemple, au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, beaucoup d'arrêts sont rendus et l'État a été condamné à verser des millions à ces victimes-là. Justement, et quand on regarde un peu tous ces griefs qui ont été faits à l'État, on se rend compte que la prison civile de Lomé, rien n'est fait. Quand on se rend compte que sur le décès tragique de certaines personnalités, absolument rien n'est fait. Sur la garantie de non-répétition, rien n'est fait. Vous qui êtes collectif, ou bien vous qui êtes les associations de défense des droits de l'homme, qu'est-ce que vous faites réellement dans ce sens? Avez-vous des moyens pour contraindre l'État à aller dans ce sens? Bon, la société civile, si je vais le dire, ou bien les organisations de défense des droits de l'homme, ne sont pas des adversaires de l'État. Nous ne sommes pas non plus des opposants politiques pour l'État. Ce que la société civile fait essentiellement, c'est de pouvoir sensibiliser, c'est de pouvoir faire les plaidoyers et de pouvoir dénoncer. C'est tout. C'est de dénoncer. Dans l'aspect de dénonciation, vous pouvez porter plainte au nom des victimes. Mais nous n'avons pas la force coercitive pour pouvoir dire à l'État, pour pouvoir sanctionner l'État de ne pas faire ou bien de faire. Ni les Nations Unies n'ont pas cette force-là. Mais les recommandations qu'on fait souvent au Togo ne sont pas contraignantes. Le Togo, par exemple, pour le pays, c'est entre les États que ça se fait. Ce n'est pas les experts qui font des recommandations à l'État, comme ça se fait au niveau du comité des droits de l'homme ou bien au niveau du CAT. Ça se fait entre les pairs, entre les États eux-mêmes. Un autre État peut examiner le Togo, faire des recommandations au Togo. L'autre État aussi peut examiner le Togo aussi peut examiner. Le Togo peut examiner la France. Oui. Le Togo peut examiner la France. C'est libre. Hein? Nous, on est examiné par Azerbaïdjan, l'Irak, l'Iran, des États qui ne sont pas aussi bons que le Togo. Hein? Donc, la société civile, son rôle. Et donc là, en quelque sorte, c'est un syndicat. Non, mais on ne pourra pas dire comme ça. C'est entre les États. Ok. Et ça a des conséquences. Hein. Si, par exemple, un État a fait une recommandation et il a des relations bilatérales, diplomatiques entre vous deux. Par exemple, prenons la France, par exemple. La France fait des recommandations à l'État togolais de pouvoir favoriser la jouissance du droit des homosexuels, par exemple. Le Togo a dit niet, c'est que nous n'allons pas le faire parce que. Oui. Ça peut. Si la France dit, bon, si vous ne voulez pas faire, je voulais vous subventionner pour tel projet, mais je ne vais pas le faire. La condition, c'est que vous le fassiez. Dans ce cas, gardez votre argent, si c'est pour ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est des petites tensions diplomatiques, de relations bilatérales, commerciales entre les deux. Mais au niveau de la société civile, nous pouvons juste accompagner les victimes. Nous pouvons aider l'État à pouvoir rendre les droits de l'homme accessibles. Nous pouvons dénoncer l'État quand il ne le fait pas bien. Nous pouvons traduire même l'État devant les juridictions. C'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi nous parlons beaucoup d'impunité au niveau du CACIT. Parce que de 2012 jusqu'à 2020, le CACIT a documenté, le CACIT a déposé au nom des victimes de violation des droits de l'homme et de torture 33 plaintes, dont un au niveau de la CEDEAO. Donc vous voyez, ce travail n'est pas facile de pouvoir convoquer l'État devant les juridictions. Donc vous voyez déjà que c'est un grand travail. Et la société civile fait de son mieux, mais il y a beaucoup de choses à encore améliorer.
L'État, cette entreprise, comme l'a défini OPS, qui a le monopole de la violence et de la force. Voilà. Vous êtes bien sûr sur le www.radio.jena.tg dans l'émission L'heure du droit et nous continuons, nous abordons cette question de ces actions assez limitées quand même des organisations de la société civile, des associations de défense des droits de l'homme au Togo. Ils sont assez nombreux. Hein. On peut parler de la TDH, de la CNDH et tout cela. La CNDH n'est pas une association, mais c'est une institution de l'État. Mais qui également est dans la défense des droits de l'homme. Voilà. Tous vous êtes dans ce même panier de la défense des droits de l'homme. Exactement. Mais finalement, on ne sent pas véritablement vos impacts sur la société. La société reste toujours ignorante de comment faire défendre ses droits de l'homme. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, vous ne faites pas assez? Je ne vais pas dire qu'on ne fait pas assez. Ce n'est pas que je suis en train de défendre notre chapelle. Vous savez, nous sommes dans un état où beaucoup de personnes sont découragées du fait des politiques et du fait de certaines personnalités ou bien de certaines actions. Je ne vais pas te dire le contraire que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas leurs droits et leurs devoirs. Ne serait-ce que quand nous avions initié des sensibilisations sur la citoyenneté, les droits de l'homme dans la préfecture de Zio, à 35 km de Lomé, beaucoup de personnes ne savent pas la différence entre leurs droits et leurs devoirs. Ils ne savent rien. Il y a des villages où ils n'ont jamais vu d'autres partis politiques. Hein. Et ça, là, ce n'est pas aussi trop la faute de la société civile qui fait de son mieux avec les moyens maigres qu'on a. Normalement, l'État, quand il ratifie un traité et quand il met en œuvre une loi, il a l'obligation de pouvoir le faire connaître à tout le monde. C'est pourquoi on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, l'État, dans ses manières de faire, doit tout faire pour pouvoir sensibiliser au maximum la population, pour pouvoir connaître leurs droits et leurs devoirs. Vous allez voir qu'on a changé la structuration du ministère des droits de l'homme, on a mis la citoyenneté dedans. C'est surtout l'aspect de sensibilisation qui a été noté et on a changé ou bien on a restructuré ce ministère. Donc, en leur rajoutant la citoyenneté. Voilà, la société civile fait beaucoup de choses, notamment le CACIT. Hein. Nous avons un vaste programme de campagne de citoyenneté des droits de l'homme que nous allons entamer encore fin de ce mois. Le mois dernier, l'année dernière, nous l'avons fait dans les 3 régions, région maritime, région des plateaux et la région des savanes, au fond, au niveau de 5AC. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi nous avons 87 points focaux sur toute l'étendue du territoire qui relaient nos actions et qui parlent des droits de l'homme partout. Nous le prêchons comme on prend l'évangile. Mais nous constatons que ce ne sont que des gouttes d'eau qui sont jetées dans la mer. Mais nous avons l'assurance que ça doit aller et ça va aller. Ok, une question à tout hasard. Le CACIT, vous prenez en compte les droits du travail ? Lorsque les droits du travail, les droits de travail dans une entreprise ou bien d'un emploi sont bafoués, le CACIT s'en charge? Oui, le CACIT s'en charge. C'est pourquoi le CACIT a en son sein un département de protection dans lequel il y a un chargé d'assistance juridique qui est là pour faire les écoutes, les conseils et le suivi des dossiers. Donc, tout ce qui tourne autour des violations des droits de l'homme, que ce soit les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, dans lequel il y a le droit du travail, nous faisons des actions. D'accord. Et nous avons des résultats que je peux brandir. D'accord. On va arriver véritablement sur le travail du CACIT dans un instant. Mais alors, le Togo, c'est fini pour cet examen ou bien cet exercice devant le comité des Nations Unies, des droits de l'homme des Nations Unies. Le Togo a été examiné, mais le Togo n'a pas encore reçu les conclusions, les recommandations. Ok, voilà. Donc, il n'y a pas encore eu de recommandations. Non, les recommandations. C'est la question que je voulais poser. Il n'y a pas encore eu de recommandations. Voilà. Alors, d'accord, il faut mettre combien de temps pour attendre ces recommandations? Je crois, selon ce que nous avions appris, ça ne va pas. Cette année-là ne va pas finir. Parce que les experts doivent examiner la réponse de l'État, doivent revoir les rapports de la société civile, tous les rapports de la société civile. C'est sur ça qu'ils vont formuler des recommandations. Donc, selon le calendrier, ça doit aller jusqu'en septembre-novembre. Ok. Donc, ça doit aller jusqu'en septembre-novembre. Donc, jusqu'à ce moment, les recommandations viendront et nous allons commencer par communiquer autour des recommandations. Nous allons commencer par faire des sensibilisations, des actions pour que l'État puisse les mettre en œuvre. D'accord. Maintenant, revenons au CACIT même, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Vous jouez quel rôle principalement? Le CACIT, sa vision, c'est que l'impunité cesse. L'impunité zéro. Ou bien zéro impunité, comme on le dit.
Nous sommes une organisation qui est créée à la suite des élections de 2005, où le Togo a connu plus de violence avec près de 400 à 500 décès selon les rapports de l'Union européenne et de la société civile. Nous nous occupons des droits, au début nous occupons des droits civils et politiques, mais maintenant nous avions fait beaucoup d'avancées où nous embrassons pratiquement tous les droits, dont la gouvernance, la démocratie, et nous travaillons aussi dans la corruption, nous travaillons dans les droits économiques, sociaux et culturels. Le CACIT a pour mission principale de faire les types d'assistance avec professionnalisme tels que l'assistance juridique et juridictionnelle, l'assistance sociale et l'assistance psychomédicale. Nous avons près de 16 avocats sur le plan national qui nous aident dans les procédures et qui prennent en charge les victimes d'une manière gratuite que nous appelons souvent du travail pro bono. Et nous avons un collectif de médecins qui s'occupent des victimes de torture surtout, qui les assistent, qui nous aident à pouvoir avoir, des rapports médicaux, des attestations pour pouvoir rester devant la justice. Au-delà de ces rapports médicaux, ça aide les victimes à se faire soigner. Nous avons aussi un psychologue qui fait un grand travail dans le rétablissement psychologique de ces victimes. Donc, le département de la protection ou bien le chargé de l'assistance juridique écoute les victimes, les détenteurs des droits, ceux qui estiment que les gens sont violés, ils viennent saisir le CACIT, soit par courrier, soit ils viennent directement. Et nous les aidons, nous les accompagnons de bout en bout. Nous ne prenons pas de l'argent. S'il faut mettre les avocats à leur endroit, c'est le CACIT à travers ces projets qui les prennent en charge. Et nous travaillons beaucoup dans les lieux de détention, les prisons, où nous faisons les monitorings de prévention de torture ou bien le monitoring des droits de l'homme. Nous faisons la surveillance des droits de l'homme et nous produisons des rapports annuels. Nous faisons de l'assistance sociale aux détenus, notamment par les réinsertions, et aux personnes victimes de violation des droits de l'homme que nous estimons qu'ils doivent être aidés, parce que quand tu as été victime de violation des droits de l'homme, tu peux perdre ton travail, tu peux être invalide et il faut qu'on te fasse des assistances sociales pour pouvoir te permettre de mieux vivre. Voilà, vous avez parlé seulement des personnes dont les droits ont été violés. Et si j'ai été témoin d'une violation des droits de l'homme, puis saisir le CACIT, ou c'est forcément celui-là qui a été victime qui doit forcément saisir le CACIT? Non, mais toute personne peut saisir le CACIT, ce n'est pas seulement ceux dont les droits sont violés. Si tu as été témoin d'une violation des droits de l'homme, tu deviens automatiquement un défenseur des droits de l'homme comme ça, parce que tu aides la personne victime à avoir accès à son droit, bien à se voir rétabli dans ses droits. Donc, dès que tu saisis le CACIT, nous allons déclencher la procédure avec toi et nous allons tout faire pour nous déplacer et aller vers la victime, essayer de l'écouter, essayer de l'accompagner, essayer de l'aider. Donc, toutes les personnes peuvent contacter le CACIT en matière de violation des droits de l'homme. Ce n'est pas seulement les victimes. Tous ceux qui ont été témoins d'une violation des droits de l'homme quelque part au Togo peuvent saisir le CACIT. Voilà. Maintenant, comment saisir le CACIT? Où se trouve le CACIT? Le CACIT, pour la saisir, vous pouvez le saisir sur ces numéros que je vais donner par exemple. Oui. Il y a le 91 28 68 92. 91 28 68 92. Oui. Le 92 47 21 26 qui est 92 47 21 26 qui est mon propre numéro personnel, ouais, puisque c'est moi qui m'occupe de tout ce que je viens de dire à peu près. C'est mon département qui le fait. Il y a le mail du CACIT, cacittogo@gmail.com, que vous pouvez envoyer des mails. Il y a le site du CACIT, CACIT-Togo, www.cacittogo.tg. Vous pouvez chercher sur le net. Ou soit vous venez au siège du CACIT au niveau de Edjanaoui, au niveau du carrefour Ouando. Oui. En allant vers l'aéroport, il y a une église catholique Notre-Dame du Liban qui fait face au carrefour Ouado, carrefour d'essence Ouado. Quand tu vas vers l'aéroport, à peine 200-300 mètres, tu vas voir à ta droite un immeuble peint en jaune. Il y a certaines tapisseries qui sont à côté. Il y a notre pancart sur notre siège. Tu peux venir là-bas directement et venir te faire accompagner. Merci à vous, Marcus Dakla, d'avoir accepté notre invitation. Merci à M. Elie, à la radio-télévision web Dina. C'est Radio Dina. On va rassembler ça. Merci à Radio Dina
Et merci aux éditeurs qui nous ont écoutés. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable monitoring et suivi des mécanismes de protection des droits de l'homme au collectif des associations de la lutte contre l'impunité au Togo. CACIT, nous avons parlé, nous avons abordé la question de l'examen du Togo devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Même s'il y a eu quelques grèves qui ont été faits au Togo, nous attendons impatiemment les conclusions de ces experts pour savoir qu'est-ce qu'il faudra faire du côté togolais. Mais vivement que le respect des droits de l'homme, des droits de chacun soit respecté. Ensemble, luttons pour la défense de nos droits. Les droits de l'homme sont inaliénables à l'homme. Je suis Elia Tipo, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain, 10h, pour une autre question d'actualité et de droit dans la cité.